Serge Tisserand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mort de honte, c'est aux éditions Albin Michel, ça vient de sortir. Alors, on vous connaît pour beaucoup de livres que vous avez écrits sur différents sujets, d'ailleurs sur aussi les nouvelles technologies notamment. Vous êtes assez expert sur le monde qui bouge, le monde qui nous entoure, et notamment tout ce qui est un petit peu plus moderne. Et là, vous êtes venu pour nous parler d'un livre totalement différent, puisque c'est un livre où vous racontez votre enfance, votre adolescence, votre parcours en quelque sorte. Mort de honte. Oui, tout à fait. Écoutez, l'essentiel est dans le titre. J'ai traversé des moments dans ma vie où j'ai éprouvé des hontes en connaissant la cause, en pointant une cause, comme je pense tous les gens qui nous écoutent. Mais il y a des moments où j'ai vraiment eu honte sans savoir pourquoi. Et c'est une question que j'avais un peu laissée en suspens. Il faut quand même pas oublier qu'après que j'ai écrit mon fameux livre sur Tintin, Tintin chez le psychanalyste, mon livre suivant, c'était pas les secrets de famille, comme on aurait pu s'y attendre. Ça a été la honte, en 1992. Et donc la honte m'a toujours, je dirais pas taraudé, mais enfin régulièrement, elle m'a toujours préoccupé. Et je me suis dit, c'est quand même le moment d'essayer d'y voir un peu plus clair. D'autant plus que la Bibliothèque nationale de France m'a proposé de leur faire cadeau de mes archives. Donc du coup, j'ai épluché des tas de vieux papiers, j'ai retrouvé des vieux textes, des vieux dessins, et ça m'a mis sur la piste de comprendre finalement qu'est-ce qui avait pu se passer quand j'étais vraiment petit, qui expliquerait cette honte que j'ai jamais vraiment réussi à... que je trimballe, j'ai jamais vraiment réussi à éradiquer. Alors, vous dites une chose que je trouve très jolie, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Jean-Benoît. On sait sortir de la culpabilité, pas de la honte. Oui, tout à fait, c'est la grande différence. Justement, alors, nous, on essaye d'expliquer à ceux qui nous écoutent la différence. Tout à fait. Alors, la culpabilité a un mode d'emploi. Je dis toujours, dans la culpabilité, évidemment, ça peut être terrible, la culpabilité. On a peur de perdre l'affection de ceux qu'on aime. Mais en même temps, la société, puis d'ailleurs même la religion aussi avant la société, a bien fait les choses. C'est-à-dire que à chaque infraction par rapport à un code de bonne conduite, correspond une peine. Et si vous avez purgé la peine, alors ça peut être réciter 2 pater et 3 ave dans la religion catholique, ça peut être faire 1 an de prison, ça peut être payer une amende. Une fois que vous avez payé votre quote-part pour vous libérer pour effacer la faute que vous avez commise, il y a la confession. La confession. Voilà, vous n'avez plus de raison d'être coupable. Donc votre culpabilité est en quelque sorte effacée, même socialement, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de faire état publiquement de fautes pour lesquelles les fautifs ont purgé leur peine. Alors la honte, c'est très différent. Il n'y a pas de mode d'emploi de la honte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la gérer. Alors c'est un sentiment terrible parce qu'on craint à la limite de perdre l'appartenance à l'humanité. On ne se sent plus vraiment humain. C'est ça, de regarder les phrases par lesquelles on en parle, rentrer dans un trou de souris, ne plus supporter aucun regard, disparaître sous terre. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus problématique parce qu'on ne sait pas comment la gérer. Justement, par exemple, est-ce que c'est à cause de la honte plus que la culpabilité qu'on va se suicider, par exemple ? Alors, la culpabilité peut mener au suicide, mais je pense que derrière une culpabilité qui mène au suicide, il y a toujours la honte. Dans la honte, il y a l'idée qu'on ne peut pas expier. Comme on ne peut pas expier, il y a l'idée qu'on va disparaître. Et puis, comme souvent, comme je dis dans mon livre, il ne faut pas oublier que souvent la honte s'accompagne de rage. La rage que quelqu'un nous a imposé la honte, parce que la honte, elle vient la plupart du temps de quelqu'un d'autre qui nous l'impose. Et cette rage peut faire qu'on désire à la fois disparaître sous terre, rentrer sous terre, disparaître du paysage, et en même temps, effet de la rage, punir ceux qui nous ont fait cette honte. Et donc, je pense que des suicides dits altruistes ou des actes de terrorisme peuvent s'expliquer par ce mélange de honte et de rage. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, Serge Tisserand, vous commencez le livre en racontant qu'on vous propose la Légion d'honneur, et c'est de là que tout part. La Légion d'honneur, oui, pour quelqu'un qui est ravagé par la honte, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Effectivement, c'est vraiment le point de départ. Quand je l'apprends, d'abord, je n'arrive pas à le croire. Il faut vraiment qu'un bon ami me dise « Mais si, c'est toi, j'ai vu ta photo ». Tant qu'il m'a pas dit « J'ai vu ta photo dans le journal », j'arrive pas à le croire. Et après, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils sont venus m'embêter avec ça ?»
j'ose pas me dire je ne mérite pas, mais presque c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va me compliquer la vie avec cette chose, j'ai jamais eu envie de la recevoir, voilà. Et puis après, je m'intéresse un peu à ceux qui l'ont refusé. Alors je m'aperçois que finalement, j'ai pas plus de raison de la refuser que de raison de l'accepter. Donc j'ai laissé les choses reposer, mais le temps pendant lequel les choses ont reposé, je me suis intéressé à écrire ce livre. Ben, formidable, au moins. Allez-y, hein, Jean-Benoît, si vous voulez. Ah oui, non, moi, je suis en admiration, de toute façon, devant Serge Tisseron. Donc, bon, voilà, j'ai lu plein de travaux. Et, voilà. En tout cas, ce que je trouve intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui liraient ce livre, Mort de honte aux éditions Albin Michel, Serge Tisseron, c'est qu'on voit votre parcours, et on va en reparler dans un instant, et comment est-ce que vous en avez fait, et ça montre bien qu'on peut partir, comment dirais-je, avec des handicaps, un peu déformé, avec une fragilité osseuse, d'une famille bancale, oui. et en faire quelque chose, quoi. C'est quand même ça qui est intéressant finalement. Oui, il faut s'appuyer là où on peut prendre pied. Hein. Et souvent, c'est la difficulté de beaucoup de gens qui cumulent des handicaps. C'est la difficulté à bien percevoir là où ils peuvent s'appuyer. Ça sert à ça, une psychothérapie. Hein. Ça sert à ce que quelqu'un comprenne qu'il y a des relations qu'il vaut mieux éviter si on veut aller bien. Puis il y a des relations dont il faut se rapprocher. Et moi, comme je le dis, oui, ma famille était très bancale, mais j'ai eu la chance d'avoir 2 voisines qui m'ont pris sous leur aile, en quelque sorte, voilà, qui m'ont éduqué à leur manière, mais qui m'ont éduqué, alors que dans le cas de ma famille, voilà, il y avait beaucoup d'angoisse et assez peu d'éducation finalement. Oui, oui, et on parlait pas de soi, mais ça c'est vrai que c'était assez fréquent dans cette génération-là, mais des gens qui finalement ne savaient pas parler de ce qui nous fait humain, au fond. Oui, alors aujourd'hui, on ne se rend pas compte dans quel désarroi nos parents, nos grands-parents ont pu vivre. Hein. Mes parents étaient en grande souffrance. Il n'y avait pas de psychothérapeute pour les aider à Valence. Il n'y avait pas d'émission de radio comme la vôtre pour leur permettre de prendre un peu de recul. De télévision encore moins, il n'y en avait pas. Et donc du coup, chacun se débrouillait comme il pouvait, et plus souvent mal que bien. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre ce que les générations précédentes ont vécu dans un monde qui était tellement différent et où chacun était complètement enfermé sur lui-même avec ses problèmes, sans personne à qui pouvoir en parler, parce que dès que quelqu'un commençait à évoquer ses problèmes, vous savez, souvent, la personne à qui vous parlez de vos difficultés se met à parler des siennes. Donc, du coup, on est frustré. Vous avez remarqué. Oui. Et vous dites une chose aussi que je trouve très jolie, il y avait l'orgueil des pauvres. Oui. C'est joli. Oui. Hein. Oui. Oui, je raconte, j'utilise cette phrase par rapport à un souvenir qui m'avait beaucoup marqué, c'est que les livres scolaires coûtaient cher à l'époque, ils n'étaient pas fournis par l'administration. Et il existait ce qu'on appelait une bourse aux livres, c'est-à-dire les élèves vendaient leurs vieux livres sur le trottoir devant le lycée de Valence où j'ai grandi. Et une année, ma mère dit, pour faire des économies, on pourrait aller acheter les livres de nos enfants, puisque j'avais un frère aîné, dans cette bourse aux livres. Et mon père répond, non, il n'en est pas question, nous mangerons tous les jours des pommes de terre s'il le faut, mais mes enfants auront des livres neufs. Et ça, je crois qu'il y avait, voyez, chez mon père, une idéalisation de l'école de la République qui a quand même été quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que tout était noir, mais il y avait quand même une échelle pour s'élever, c'était l'école de la République. Et il y croyait, et ce rêve l'apportait et m'apportait aussi. Oui, c'est ce qu'on ressent, en tout cas, Serge Tisseron, un père qui, quelque part, quand même, est une sorte de colonne vertébrale, et puis une mère qui part quand même beaucoup en vrille. Oui, une mère qui rêve ses enfants, mais qui les rêve dans sa tête, et finalement est très peu disponible à eux. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de cette honte par rapport à votre mère. Hein. Oui, alors j'ai compris assez vite que ma mère avait eu une enfance difficile, victime de sévices sexuels de la part de son propre père, très probablement. En plus, une histoire marquée par des hontes familiales d'ordre financier. Et donc, du coup, très marquée par des souffrances. Et j'ai cru pouvoir la sauver. Vous savez, quand on est enfant, oui, comme tout enfant, se dit, bien sûr. voilà. Donc je me suis dit, si je la sauve, elle va pouvoir s'occuper de moi. Si vous voulez, dans cette idée, c'est pas altruiste, c'est aussi assez égoïste. Si j'arrive à la sauver, enfin, elle va être disponible, on va faire tous les deux des trucs formidables. Jusqu'au jour où je me rends compte que c'est plus possible. Bien sûr. Alors,
chose positive aussi quand même dans votre éducation, vous avez été à l'école de la frustration, ce qui fait que on vous donne quelque chose, on vous le reprend, tout va bien, vous n'êtes pas en colère, vous ne faites. C'est presque normal. Vous savez, quand on me donne quelque chose, je me demande toujours pour combien de temps ça va durer. Et donc, quand on me l'enlève, je me dis, ah ben tiens, finalement, ça a duré plus de temps que ce que j'imaginais. Donc, vous voyez, il y a une manière de se comporter par rapport à la vie quand on a grandi dans la honte qui n'est pas forcément négative. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que ça coupe un peu les jambes pour essayer de s'avancer sur la voie du pouvoir. Mais il faut dire aussi que les enfants issus de classes populaires comme moi, on sait bien que c'est pas une qualité qui est encouragée par la famille. On encourage plutôt la sécurité, la stabilité. Donc voilà, du côté de prendre le pouvoir, j'ai toujours jamais été bien fort. Mais enfin, en tout cas, j'ai cultivé mon petit jardin. Voilà. Oui, mais enfin, d'une certaine manière, on peut considérer que vous avez réussi. Non, c'est gentil, Brigitte, merci. Oui. Oui, mais comme quoi, vous voyez, il y a beaucoup de façons de réussir. Hein, ça aussi, souvent, dans notre société, les gens disent, mais réussir, c'est avoir un poste hiérarchique élevé, avoir un très gros salaire, voilà. Non, il y a beaucoup de façons de réussir. Bien, moi, vous savez, j'ai été élevé dans l'idée par ces deux voisines que finalement l'important c'était l'honnêteté par rapport à soi et le fait de réaliser les possibilités que l'on ressent. Alors parfois il arrive que nos possibilités ne sont pas vraiment en accord avec la société. Par exemple, je connaissais un peintre qui se désespérait parce qu'il disait maintenant la peinture ça se vend plus, c'est la bande dessinée, donc peut-être je vais me mettre à la bande dessinée. Non, il valait mieux qu'il continue la peinture. Il vaut mieux continuer les choses qu'on a l'impression de bien faire, même si c'est pas à la mode. Vous savez, les choses reviennent de façon cyclique. Bien sûr. Alors, Serge Tisseron, Mort de honte, sauvé par la BD, c'est le titre de votre livre aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui vous a déjà valu quelques invitations dans les médias. Vous avez des admirateurs et pas n'importe qui, puisque vous l'avez entendu, Jean-Benoît Dumontex était ravi quand je lui ai dit que vous veniez et qu'on allait parler de la honte. Donc, la question que je vous pose, quand on est comme ça, très marqué par la honte à cause d'infirmité au départ, de parents, etc. Est-ce que cette reconnaissance, cette admiration, ça nourrit quand même pas un petit peu, ça guérit pas un peu de la honte Si, mais vous savez, le problème de la honte, c'est quand on l'a, eh bien, les compliments font jamais vraiment plaisir et les critiques font toujours beaucoup de peine. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on garde une pente à dévaloriser ce qui est positif et à accorder trop d'importance à ce qui est négatif. C'est ça la grande difficulté. Ben, vous le disiez il y a quelques minutes par rapport au couple, apprendre à identifier ce qui est positif et à s'en réjouir. Vous savez, moi, pendant très longtemps, quand je terminais un livre, au lieu de me dire « Oh, c'est formidable, la couverture, c'est beau », j'avais même un copain qui encadrait ses couvertures dans des cadres, comme des tableaux, tellement il était content. Moi, je me disais, ça y est, au boulot, le second, le troisième. Donc, je crois que la grande difficulté, vous voyez, c'est cette attitude qui fait qu'on n'arrive pas à profiter de la vie. La meilleure manière de lutter contre la honte, c'est d'essayer de profiter de la vie. Et du désir. Puisque vous parlez aussi de la honte du désir, évidemment. Je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Vous me connaissez, Serge Tisseron. Parce que vous parlez évidemment aussi, à un moment donné, de la peur des femmes, de la honte du désir. Et ça, c'est intéressant aussi. Qui m'avait joué de fort mauvais tours dans ce domaine-là. Mort de honte aux éditions Albin Michel. Jean-Benoît Dumontex, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Écoutez, justement, le mot de la fin, je n'ai pas terminé le livre, donc apparemment... voilà. Mais de toute façon, il ne faut pas révéler la fin. Voilà, la clé se trouve à la fin. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant et que tout le monde devrait lire ce livre, parce que je crois que tout le monde, peu ou prou, éprouve la honte à un moment donné. Et donc, ça donne des clés pour savoir un peu comment on fait avec, comment on s'en sort, sur quels appuis est-ce qu'on peut avancer. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je commence à recevoir des courriers ou des courriels de gens qui disent merci, je vais pouvoir commencer à parler maintenant. Voilà, c'est ça. Vous avez ouvert la voie. C'est ça, ça invite à parler de la chose qui fait honte. Oui. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est important, quoi qu'on ait en soi qui fait mal, c'est parce qu'on va pouvoir communiquer, le dire, que ça va aller mieux, évidemment. C'est le grand problème de la honte, c'est d'avoir l'impression d'être, comme je disais tout à l'heure, exclu du genre humain. Donc comment on va se soigner par les liens, par ce qu'on appelle l'affiliation, se rattacher à un groupe. Vous savez, d'ailleurs, il y a souvent des groupes constitués, il y a eu les toxicomanes anonymes, les groupes de parole, bien sûr. Tous les groupes de parole. Voilà. En tout cas, c'est ça le problème de la honte, c'est qu'il faut vraiment arriver à s'affilier. Et on peut s'affilier à travers des lectures communes.
En tout cas, vous êtes bien vivant. Merci Serge Tisseron. Merci à vous.